Et ce qui est formidable, c'est que Alexandre a lancé le mouvement de la TPE des gueux et pour lutter contre l'énergie punitive, justement avec Jérôme Nury pour déposer cet amendement de moratoire. Et donc, c'est cette conjonction des forces, cette mutualisation des compétences, des comment on pourrait dire des charismes différents qui a fait que, eh bien, comme la résistance, eh bien, à un moment, la résistance se cristallise et on assiste à cette double révolution. Révolution énergétique d'une part, parce qu'en réalité, la chute des ZFE, le moratoire sur les éoliennes, n'est que le début de l'effondrement du pacte vert européen en France. On assiste à l'effondrement comme un château de cartes et c'est inéluctable. Et d'autre part, un point qui n'a pas été énormément abordé par les analystes politiques, c'est qu'on assiste à une reconfiguration politique. D'une part, les ZFE et la loi de simplification qui était nécessaire a été adoptée par le LR, par le RN, par le bloc central de la majorité présidentielle Horizon et Modem. Et d'une certaine manière, le moratoire sur les éoliennes a été adopté par la non-mobilisation du groupe centriste qui, n'étant pas présent, a finalement dit « Eh bien, nous ne sommes pas présents, débrouillez-vous » et a laissé le champ libre au groupe des Républicains et du Rassemblement national pour adopter ce moratoire. Donc, c'est une reconfiguration, une révolution politique majeure auquel nous assistons. Le bloc du président de la République est mort. Nous avons une destruction de sa majorité présidentielle. Il est désavoué dans son pacte vert. Agnès Pannier-Runacher est désavouée pour ses ZFE, est désavouée pour ses PPE. Demain, ce sera la fin des diagnostics de performance énergétique. Demain, nous irons vers le démantèlement des éoliennes. Il faut bien comprendre que la guerre n'est pas finie. Il faut démanteler les éoliennes et surtout, il faut que les exploitants éoliens qu'ont volé les Français, puisque, Nicolas, l'argent des Français a été volé, eh bien, il faut que les entreprises énergétiques qui ont volé l'argent des Français au travers de ces éoliennes remboursent les sommes qui ont été indûment prélevées sur leur facture d'électricité, contribuant à la destruction de notre compétitivité, de nos entreprises, de nos boulangers et de nos Français. Ce qui est insupportable, c'est d'avoir des chercheurs qui démontrent que l'influence de l'islam en Europe remonte au XIIe siècle et que depuis près de 1000 ans, notre histoire en Europe et donc aussi en France est indissociable des influences musulmanes et des influences coraniques. Certains de nos plus précieux auteurs, Victor Hugo en France, Goethe en Allemagne, certains de ces auteurs qui cristallisent presque la littérature de leur pays, nous découvrons qu'ils étaient lecteurs du Coran et qu'ils y puisaient une source d'inspiration pour leur propre poésie. Ça, c'est insupportable. Pourquoi ? Parce que ce que cela remet en cause, c'est un mythe dont ils ont besoin, le fameux mythe d'une Europe judéo-chrétienne. Le fait de dire que notre histoire en Europe et notre histoire en France est une histoire judéo-chrétienne, que la France est un pays de tradition judéo-chrétienne, on sait depuis longtemps déjà que c'est un mythe. S'il voulait être conforme à la réalité historique, le terme de judéo-chrétien, tradition judéo-chrétienne n'a aucun sens, puisqu'en réalité, tout au long de l'histoire, les Juifs ont été beaucoup plus souvent persécutés, notamment par la religion catholique qu'autre chose, que la France ait été influencée par la religion juive autant que catholique. Ça, c'est certain. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'on se rend compte que c'est tout aussi vrai pour le Coran, pour l'islam. Et que si on va par là, si on veut prétendre que la France est de tradition judéo-chrétienne au motif que la religion juive est présente depuis très longtemps sur le territoire qui deviendra la France et qu'elle a, à ce titre, exercé une influence, eh bien, il faut dire que la France est, d'un point de vue religieux, de tradition judéo-musulmano-chrétienne. Puisque, on le voit là, ce sont des historiens sérieux qui l'établissent. Ils publient 20 ouvrages sur la question. On voit bien que l'influence de l'islam en France, elle est visible en France et en Europe. Elle est visible depuis le XIIe siècle. Elle est claire. Elle est, sinon constante, du moins elle se retrouve tout au long de l'histoire et elle finit par influencer certains de nos auteurs et poètes que nous considérons les plus français qui soient. Vous comprenez évidemment à quel point ce papier et ce programme de recherche est dangereux
pour les idéologues de l'extrême droite qui continuent de prétendre que nous devrions rejeter l'islam et les musulmans, qu'ils ne s'inséreront jamais chez nous, qu'ils n'ont pas de place chez nous au motif que la France serait de tradition judéo-chrétienne. Que fait le JDD et que font ces responsables d'extrême droite pour tenter de mettre à distance un projet de recherche qui les menace en fait profondément? Ils le discréditent, ils le disqualifient, ils en nient le caractère scientifique. Bien, on a des rafales, certains disent 3. Je ne peux pas contrôler ces chiffres, c'est peut-être vrai, peut-être pas. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il semble qu'il y ait des rafales qui ont effectivement été clairement abattues par des avions chinois. Donc, on s'aperçoit que cette technologie occidentale qu'on a vantée pendant des décennies et puis qui semble être le point fort des armées occidentales, une technologie absolument imbattable, etc., eh bien, on s'aperçoit que dès que cette technologie est confrontée à des acteurs ou des adversaires qui sont de taille équivalente, alors le problème se résout de manière très différente. Il est évidemment très facile pour des rafales d'aller bombarder des populations au Mali, en Syrie, en Irak ou en Libye, quand vous avez des pays qui n'ont pas les capacités technologiques équivalentes et qu'il est très facile d'être supérieur quand votre adversaire est techniquement inférieur. Mais dès que vous avez un adversaire qui est de taille comparable, alors on s'aperçoit que la technologie occidentale est probablement moins performante que ce qu'elle affiche, en tout cas. Alors, ça ne veut pas dire que la Rafale soit un mauvais avion, ça ne veut pas dire que le F-35 soit un mauvais avion, ça ne veut pas dire que tout ça soit un mauvais appareil, ils sont peut-être mal utilisés. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que ce qu'on s'aperçoit, c'est que le reste du monde n'est pas simplement le reste du monde, mais qu'ils ont des technologies, ils ont une inventivité, ils ont une ingéniosité. L'OMS, qu'est-ce que vous inquiétez en fait? Le traité de l'OMS élimine complètement la souveraineté des pays dans la décision de la prise en charge des émergences sanitaires, comme il peut être une épidémie, comme il peut être d'autres choses, une catastrophe sanitaire d'autre type. Donc, l'OMS, il a le droit légal international d'intervenir dans tous ces pays, d'imposer son agenda, d'imposer ses traitements. Donc, s'ils disent toutes les personnes, ils doivent être vaccinées pour un vaccin X ou Y, tu es obligé à vacciner tout le monde comme ça. D'autre part, l'OMS, il se donne le droit de produire tous ces produits pharmaceutiques et il les produit de traitement cellulaire, c'est-à-dire les thérapies cellulaires, les thérapies géniques, directement en soi-même, en choisissant les compagnies pharmaceutiques nécessaires pour ça et en obligeant les pays qui l'ont voté et qui l'ont signé le traité à adopter ce type de médicaments et ce type de procédures. Donc, il y a vraiment une perte complète de la souveraineté dans la gestion de la santé des pays. Ça, nous sommes contre parce que les traditions et les cultures sont tellement différentes. Vous allez en Chine, en Inde, il y a encore la médecine traditionnelle chinoise en Asie qui couvre pratiquement les besoins de 80% de la population. En Occident, nous sommes complètement dépendants de la médecine synthétique, mais c'est un autre problème. Chacun, il doit choisir. Nous devons avoir le droit de choisir la façon que nous devons être soignés et dans le même temps, nous avons le droit de défendre la propriété intellectuelle de notre génome, parce que ça, c'est le problème. Tous les nouveaux médicaments que l'OMS propose, donc les vaccins RNA messager ou ADNA, etc., ou les autoréplicants, comme ils s'appellent, les vaccins autoréplicants, sont des vaccins qui donnent une action directe sur le génome humain. Donc, ça veut dire que nous pouvons être transformés en humains transgéniques, donc des OGM. OGM, etc., progressivement, et avoir, naturellement, après le contrôle de notre génome, parce que c'est ça le véritable problème. Alors, cette éducation à la sexualité, elle ne vient pas de nulle part. Elle a une origine. L'origine, c'est le nouvel ordre mondial qui ne portait pas ce nom-là d'emblée, mais qui est quelque chose qui existe quand même depuis très longtemps. Il y a un désir d'hégémonie mondiale d'un certain nombre de gens qui veulent réduire la population. On appelle ça les eugénistes. Les eugénistes ont eu, dans les années 1920,
en Amérique une porte-parole qui s'appelait Margaret Sanger, qui a inventé un truc qui est devenu le planning familial, qui s'appelait le Planned Parenthood, qui a dit il faut découpler la sexualité de la reproduction. Comme les gens sont très portés sur le sexe, on ne les en découragera pas, on les poussera à des activités sexuelles non fécondantes. Ça veut dire quoi? C'est l'homosexualité, c'est la masturbation, c'est toutes les pratiques qui vont se faire grâce à la pilule et à tous les contraceptifs possibles. On va promouvoir l'avortement en grand, et pour faire des bébés, il faudra un permis. C'est le programme eugéniste du planning familial d'origine. Et ce programme est arrivé en France dans les années 60, 60-70. Il s'applique maintenant. Et il a été révélé en 1969 aux États-Unis par un directeur du planning familial qui, un jour, il était directeur d'un service de pédiatrie, je crois, dans un grand hôpital américain, un hôpital ou une université, enfin une faculté de médecine. Et il a convoqué ses confrères, collègues et anciens étudiants pour leur dire « J'ai une révélation à vous faire, ne prenez pas de notes, je me mettrai en danger, mais si je vous le dis, c'est parce que personne ne pourra nous faire reculer. » Et il a déroulé le plan eugéniste de réduction de la population mondiale par la multiplication d'un certain nombre de maladies. L'eugénisme le plus débridé, le plus décomplexé, c'est-à-dire que, incluant l'euthanasie. On piquera les vieux, on piquera les malades, on va développer des maladies qu'on sait très bien soigner et qu'on ne soignera pas. On va promouvoir l'homosexualité tous azimuts. Le programme s'est appliqué, on l'a vu. Brusquement, l'homosexualité qui était à la marge est devenue quasiment une revendication. On a fait à croire, et ça c'est le travail de Kinsey, on a fait à croire qu'une personne sur 10 était homosexuelle ou avait des pratiques homosexuelles courantes, ce qui est faux, c'est un mensonge, ça fait partie des grands mensonges de la sexologie. Et on a promu l'avortement, au début comme une nécessité, après comme un bien, après comme un droit, et maintenant comme un droit constitutionnel. Donc maintenant on avorte, on fait plus de bébés, on couche pour satisfaire une pulsion immédiate, comme si on pouvait créer une société dans laquelle le droit fondamental, c'est de céder à ces pulsions immédiates. Mais si ma pulsion immédiate, c'est de manger ce que tu as dans ton assiette, tu me laisses faire ou tu m'envoies une baigne? Et donc là aussi, ça peut être une source de stress. Donc l'alimentation, le stress donc lié aux informations, au travail, aux écrans. Il y a également un manque d'activité physique. Alors le manque d'activité physique est souvent lié à notre métier. Moi, je travaille assis derrière un bureau puisque j'écris et puis je produis du contenu. C'est pour ça que j'essaye de garder en tout cas 1 heure de sport par jour d'activité physique. On entend beaucoup parler de ces 10 000 pas. Les 10 000 pas, ça correspond à peu près à 1h30, 2 heures de marche par jour. Donc là où on dépense des calories, parce que c'est dans notre nature de l'être humain, c'est nous sommes des bipèdes, nous devons être actifs. Et aujourd'hui, nous manquons cruellement d'activité physique, voiture, ascenseur, etc., etc. Donc ça nuit également à notre santé. Et la dernière cause que j'ai identifiée, c'est qu'on a ce rythme circadien qui est décalé. Alors, le rythme circadien, c'est le jour et la nuit. Donc, on n'a pas la même activité. Voilà. Nous sommes faits pour vivre le jour. Voilà. N'en déplaise à ceux qui vivent la nuit. Je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent, qui vivent la nuit. Mais en effet, pour vivre le jour. Et d'ailleurs, ceux qui travaillent en 3-8, qui ont des rythmes comme ça de travail qui sont décalés, des fois c'est la journée, des fois c'est en milieu de nuit. Donc, il y a des facteurs de mauvaise santé, notamment des cancers qui peuvent être développés beaucoup plus tôt. Donc ça a été prouvé et c'est pas quelque chose qui est, je dirais, qui est bon pour notre santé. Il faut garder autant que faire se peut, cette connexion avec le rythme circadien. Alors, le rythme circadien, c'est également, par rapport à notre sommeil, il faudrait se coucher beaucoup plus tôt qu'on se couche parce que on dîne trop tard. On va regarder peut-être une série Netflix ou un film à la télé. Tu vois, maintenant, les films commencent à la télé, je crois, à 9h, 9h30. Mais moi, je fais partie du siècle passé, donc ça commençait à 8h30, tu vois. Et donc, on dort pas assez. Le fait de pas dormir, donc d'avoir un manque de sommeil, ça nuit à notre santé. Mais il y a également ce facteur de la digestion pendant la nuit. Tu as entendu parler du jeûne intermittent. Oui. On en entend beaucoup. Grande mode du jeûne intermittent. Oui. Même Jean-Michel Cohen et Michel Simès parlent du jeûne intermittent. D'accord.
Donc, on vante les mérites aujourd'hui du jeûne intermittent. Moi, je suis pas du tout favorable au jeûne intermittent. Je vais t'expliquer pourquoi.